Bonsoir, je suis Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de Pour la Science, et c'est donc à ce titre que j'ai le grand plaisir de vous accueillir ici, dans ce bel auditorium de la Cité des Sciences qui me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est très désagréable, on a vraiment la lumière dans les yeux, c'est affreux. Mais bon, donc je ne vous vois pas, donc peut-être que ça ira mieux comme ça. Je tiens d'abord évidemment à remercier nos hôtes, Univers Sciences, et particulièrement toute l'équipe des conférences, et notamment Bénédicte Leclerc, sans qui rien ne serait possible ce soir. Je tiens aussi évidemment à remercier mon extraordinaire équipe de Pour la Science et de Cerveau et Psycho qui sont là, et leur redire au passage le grand plaisir que j'ai à travailler avec eux. Et puis évidemment, je remercie aussi tous les chercheurs, tous les amis et tout le public qui nous font la gentillesse là de venir nous retrouver. Donc, cette soirée, c'est pour la sortie du numéro 500 de Pour la Science. Et donc, pourquoi fêter ce numéro 500 ? Bien, d'abord parce qu'un chiffre rond, c'est voilà, une raison aussi bonne qu'une autre pour faire une fête. Et puis ensuite, comme l'a rappelé Étienne Klein, ici présent il y a quelques jours, qui est physicien, philosophe des sciences, ou philosophe des sciences et physicien, je ne sais pas, c'est des états intriqués un peu peut-être chez toi. Donc je l'ai appelé il y a quelques jours pour l'organisation de cette soirée, puisqu'il nous fait la grande amitié d'être le pilier de cette soirée, malgré son lumbago. Et qui me disait, mais écoute, de toute façon, Cécile, ça sera festif, ça doit être festif, parce que c'est la sortie du numéro 500, mais rien ne nous garantit que nous serons encore là pour le numéro 1000. Je me sens concernée aussi, Étienne. Voilà, donc c'est déjà en soi une raison de faire quelque chose ce soir. Mais donc je vais vous raconter, en fait, effectivement, pourquoi vous êtes là ce soir, comment on est arrivé là. Et donc, quand on a commencé à réfléchir au sommaire du numéro 500, c'était en fait pas très longtemps après le numéro que nous avions fait pour les 40 ans de Pour la Science. Et pour le numéro des 40 ans de Pour la Science, on avait fait, l'exercice s'est imposé de lui-même, on a fait un panorama de tout ce qui avait changé en 40 ans dans le monde des sciences. C'était assez vertigineux, très intéressant à refaire, de se redire de quand date le smartphone, la brebis de lit, les expériences d'Alain Spey. Et donc voilà. Et on avait fait d'ailleurs aussi une soirée avec d'éminents chercheurs, dont Étienne Klein déjà. Mais là, pour le numéro 500, évidemment, il fallait quand même qu'on se renouvelle un peu. Et donc, l'équipe de Pour la Science, qui n'a jamais peur de rien, voilà, a dit que ça serait intéressant de faire un point sur 3 des très grandes théories, qui ont beaucoup plus que 40 ans, certes, mais voilà, qui ont vraiment marqué la science moderne, donc la théorie quantique, la théorie de l'évolution et la théorie de l'inconscient. Et il s'agit à la fois de faire l'état des lieux, de voir comment elles ont évolué, et puis aussi de voir quels sont les défis qu'elles doivent, toutes les 3, relever aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous raconter le numéro. De toute façon, soit vous l'avez déjà eu, soit vous l'aurez à la sortie, donc vous pourrez le lire, et j'espère que vous l'apprécierez. Mais justement, pour l'événement qu'on voulait faire pour la sortie de ce numéro, on s'est dit que, comme l'équipe de PLS est une équipe très sérieuse, on n'a pas tiré au sort entre quantique, évolution et inconscient. C'est parce qu'on a suivi un critère qui nous paraît objectif. Et nous savons, ou nous croyons savoir, que nos lecteurs s'intéressent beaucoup à la physique quantique. Dès qu'on fait un papier qui touche de près ou de loin au monde quantique, ça marche beaucoup. Donc ça s'est imposé de soi-même, et on voulait faire écho à ce numéro. Donc nous avons demandé à Étienne d'être notre guide dans cette petite balade dans le monde quantique. Étienne qui a écrit un des papiers des numéros avec Carlo Rovelli, et il y a beaucoup d'autres grands chercheurs dans ce numéro. Et donc, nous avons réfléchi à qui inviter. Donc, nous avons fait ce petit panel d'intervenants. Et comment nous l'avons choisi ? Je vous laisse réfléchir un petit peu, quels étaient notre critères. Je vais vous les présenter. En attendant, vous allez réfléchir à quel est notre critère de sélection. Donc, je vais présenter Gérard Berry,
qui est informaticien, professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS, ça je veux dire, et aussi régent de déformatique au Collège de pataphysique. Qui c'est très important. Nathalie Besson, qui est physicienne des particules, institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CE1. Et puis Bruce Ben-Amram, qui est youtubeur, vous savez, le grand maître de la chaîne Y Penser, que je vous recommande chaleureusement. Et Étienne Klein, que je déjà présenté. Et donc, comme vous l'avez remarqué, tous les intervenants, à part Étienne, ont leur nom de famille qui commence par B. Voilà. Et c'est probablement pour ça que nous les avons invités. Non, je plaisante, mais en fait, on prépare un numéro sur le hasard, qui est comme à l'instar du numéro collecteur que nous avons fait sur le temps et que vous allez aussi avoir à la sortie ou que vous avez déjà. Voilà. Et donc, du coup, en ce moment, on est très sensible à toutes ces petites clins d'œil de la vie qui relèvent ou pas du hasard, justement. Et donc voilà. Et en fait, non, on voulait des intervenants qui venaient d'horizons différents pour parler de physique quantique, pour parler justement de la difficulté de parler de physique quantique, de l'expliquer, voire même de la comprendre. Voilà, le langage semble défaillant, pas tout à fait pertinent, en tout cas pas assez efficient pour bien l'expliquer. Et les dessins non plus. Je ne dis pas ça pour casser le moral de Lison Vernet, qui est ici, dont le nom aussi commence par B, voilà, et qui va faire les dessins en live ce soir. Voilà, et justement, donc en fait, voilà, pendant 1h30, nous allons parler de pourquoi on n'y comprend rien et pourquoi on ne peut rien en dire. Donc vous êtes prévenus. Ah, voilà. Quand je dis nous c'est un nous inclusif, hein, parce que j'espère bien que vous allez poser des questions et que nos invités vont, et auxquelles ils ne répondront pas, bien sûr. Évidemment. Voilà. Juste avant on va commencer tout de suite. Non, je donne le menu de la soirée. Donc justement, nos invités vont parler chacun de leur expérience, justement sur cette question-là. Ensuite, ils vont échanger entre eux. Quelques remarques pertinentes. Et puis, on va tout de suite après vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions. Et voilà. Juste avant de commencer, je voulais juste rendre hommage au philosophe Michel Serres, qui nous a quittés samedi dernier. Michel Serres est pour la science, et on peut le dire, c'est une sorte de question de voisinage. Vous savez, parce que Michel Serres était l'âme des éditions du Pommier, et que les éditions du Pommier et pour la science appartiennent à la même maison, la maison Humaine 6. Voilà. Et Michel qui, justement, nous poussait tout le temps à ne pas avoir peur de plonger dans le grand monde du savoir, même quand on n'y comprend rien. Voilà, nous manque beaucoup ce soir. Je crois qu'Étienne, tu voulais en dire un mot. Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation à célébrer le 500e numéro de Pour la Science. Bon, en effet, Michel Serres est mort samedi, on l'a tous appris, je pense, durant le week-end. Et c'était quelqu'un qui a compté pour un certain nombre d'entre nous, qui a été une sorte de père spirituel, par le fait que, alors que les disciplines sont quand même académiquement très séparées, notamment la science et la philosophie, lui a tenté, avec un certain génie, de créer des passerelles entre ces différents mondes, et aussi entre l'esprit et le corps, qui sont aussi séparés dans la pensée occidentale, disons. Et parmi les livres que je vous recommande, il y en a un qui est peu cité, mais que je trouve magnifique, qui s'appelle Variations sur le corps, dans lequel il explique que ceux qui lui ont le plus appris à penser, ce sont les guides de haute montagne. Et il avait une façon magnifique de parler de l'alpinisme. Et pour citer une anecdote, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à la Fondation des Trails, pour collaborer avec l'équipe qui a écrit un dictionnaire des sciences qui s'appelle Le Trésor des concepts. La première fois que je l'ai vu, il était attablé avec d'autres scientifiques ou philosophes, et on s'est mis à parler du rôle de la télévision. Et il racontait toujours des histoires dont on pensait à chaque fois qu'elles étaient vraies, tellement la faconde avec laquelle il les racontait semblait crédible. Et il nous a raconté ceci. L'autre jour, une dame m'a arrêté dans la rue. Elle m'a dit « Ah, vous, je vous connais, je vous reconnais, vous êtes Hubert Reeves. Je vous ai vu dans le poste. » Je lui ai répondu
non madame, moi je suis Albert Einstein. Et la dame a répondu, ah, je connais pas. Merci Étienne. Bon. Donc on va commencer cette longue interrogation sur la chose dont on ne peut pas parler, à laquelle nous on ne comprend rien, avec Bruce Benamran, ici présent. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, Goethe a dit peu de gens ont de l'imagination pour la réalité. Voilà, je dis ça pour commencer par une citation de Goethe. Ça fait le gars qui lit Goethe. Donc, pour celles ou ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, il va y en avoir quand même, je pense, ça fait quasiment 6 ans que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Y penser, sur laquelle je fais de la vulgarisation principalement scientifique. Et voilà. Et quand j'ai créé cette chaîne, je m'étais dit que je voulais faire une chaîne donc, qui allait s'adresser vraiment au grand public et que j'allais m'interdire absolument aucun sujet. C'est-à-dire la seule contrainte que j'avais, n'étant pas moi-même scientifique, c'est de jamais aller plus loin que ma propre compréhension d'un sujet. Et alors le boulot de vulgarisation, c'est quelque chose d'assez simple à expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on fait passer une idée ou un concept qui peut potentiellement être complexe, ou en tout cas qui nécessite un bagage, par exemple mathématique, que les gens peuvent ne pas avoir. Comment est-ce qu'on le fait passer? On le fait passer par des analogies. C'est la façon la plus simple et la plus efficace. On rattache ça pour le grand public à quelque chose dont on a l'habitude. On explique le mouvement, on va expliquer la mécanique newtonienne avec un ballon, avec une voiture, et ce genre de choses. Quand on parle par exemple de la matière, il y a une analogie qui est fabuleuse, qui marche très bien, c'est le Lego. Parce que tout le monde voit ce que c'est qu'un Lego, et on dit voilà, bah, la matière c'est constitué de tout petits Lego. Et on accepte bien cette idée, et on se dit oui, effectivement, alors on ne voit pas ces Legos parce qu'ils sont vraiment tout petits. Mais si on les voit de suffisamment loin, voilà, ça fait de la matière. Et on fonctionne comme ça. Donc moi, sur ma chaîne, ça a fonctionné comme ça pendant quelques années. Où, voilà, pourquoi le ciel est bleu? Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel? Pourquoi est-ce que les astronautes dans la Station spatiale internationale, pourquoi est-ce qu'ils flottent? Puis à un moment donné, j'ai commencé à attaquer des sujets un peu plus sérieux. Relativité restreinte, relativité générale. Et ça va encore. Et à un moment donné, je me dis... et la mécanique quantique. Et c'est là où ça devient compliqué de vulgariser la mécanique quantique. Pour expliquer ça, je vais le dire avec un exemple très simple, vous allez voir. Un électron, c'est comme une bille, avec un pôle nord et un pôle sud, comme un petit aimant mais en bille, qui tourne très vite sur lui-même, ce qui lui donne son spin. Voilà, sauf qu'un électron, c'est pas une bille, ça n'a pas de pôle nord, pas de pôle sud, et ça ne tourne pas sur lui-même. Voilà. C'est en gros, la mécanique quantique, on va être sur des choses comme ça. Et alors, il faut bien distinguer deux choses. Ceux qui s'y connaissent et qui pratiquent la mécanique quantique quotidiennement, et ceux qui ne connaissent pas. Et alors, pour ceux qui connaissent, donc la théorie quantique, c'est une théorie scientifique qui repose, donc, comme tous les modèles scientifiques, sur une batterie d'équations mathématiques. Je précise encore, je ne pense pas que ce soit besoin, mais je vais quand même, ça va mieux en le disant, on est d'accord, un modèle scientifique, ce n'est pas la réalité. C'est une représentation qui se comporte dans un cadre donné comme ce qu'on peut constater. Voilà. Et quand on regarde ces équations, alors déjà ce qu'il faut savoir sur les équations de la mécanique quantique, c'est qu'elles sont, et là vous me corrigez si je dis des bêtises, elles sont d'une précision, c'est quoi grotesque. Voilà, c'est ça l'adjectif que je cherche, c'est d'une précision grotesque. C'est-à-dire que ces équations permettent de faire des prédictions sur le comportement de particules, on peut envisager des expériences des choses, et puis quand on confronte à la réalité, on a un niveau de précision qui est, là je vais faire une analogie, qui est l'équivalent de calculer la trajectoire d'une planète au nanomètre et à la nanoseconde près. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait, sur je ne sais plus quel cours de physique, enfin, il y avait une interro en physique où il y avait une question, on devait calculer la vitesse d'une fusée au décollage, et il y avait un élève qui avait fait son calcul, et puis il avait mis 17 chiffres après la virgule, donc il avait un résultat qui était au nanomètre près, donc le prof lui avait mis 0, parce que ça n'a pas de sens. Mécanique quantique, la précision est vraiment grotesque. Et ceux qui manipulent ces équations mathématiques quotidiennement savent. C'est-à-dire, eux, ils ont un niveau de connaissance de plus, évidemment, outre les mathématiques, que les autres n'ont pas, c'est qu'ils savent qu'ils n'y comprennent rien.
moi qui ne suis pas scientifique, je sais que j'y comprends rien, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas appris. Je pense que j'ai encore cette idée-là que si j'apprenais les équations, tout ça, je comprendrais. Ceux qui le font quotidiennement, ils savent qu'ils ne comprennent pas. C'est la différence fondamentale, elle est là. C'est très compliqué à sentir, cette histoire. Et cela dit, quand on manipule ces équations mathématiques, pour ceux qui manipulent des équations mathématiques, ils ont l'habitude, ils disent, ces équations nous parlent, elles nous racontent des choses. Parce que la forme de l'équation, ça rappelle, oui, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un électron, il peut être à deux endroits différents en même temps et avoir deux vitesses différentes en même temps. Mais en pratique, c'est compliqué à l'échelle d'un électron de parler de position et de parler de en même temps déjà. Donc c'était celui qui l'avait le mieux dit, je pense que c'était quand même Feynman, quand il faisait son lecture, son cours sur la mécanique quantique. Au début, il disait, voilà, si vous cherchez à voir le fin mot de l'histoire, que vous voulez sortir d'ici en disant, ça y est, j'ai compris maintenant comment ça marche, la matière à l'échelle la plus infime, vous allez juste vous arracher les cheveux. Ce n'est pas possible. Contentez-vous d'observer, de regarder et de vous dire, waouh, c'est vachement bien fait quand même. Parce que globalement, on peut difficilement aller plus loin que ça. Dans la compréhension de la chose, j'entends. Après, dans l'application, mathématiques, tout ça, on peut faire plein de choses. Et la difficulté, là où vraiment moi, on est sur mon domaine là-dessus, c'est la difficulté de vulgariser la mécanique quantique, c'est que on a très vite fait de faire passer le mauvais message. Alors, des fois, c'est pas bien grave. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'un électron, c'est une bille. Je suis désolé, non, mais voilà, mais d'un autre côté, on dit quoi? C'est une onde alors? Non plus, enfin, c'est compliqué. Voilà. Donc il faut accepter cette idée-là qu'on ne sait pas, mais le problème, c'est que à véhiculer les mauvais messages, on trouve aujourd'hui de plus en plus de pseudosciences qui s'appuient énormément sur le terme quantique. Où ils disent, voilà, bon, l'intrication quantique, oui, c'est ce qui explique la télépathie. Non. Non. On me confirme que non. Voilà. Et quand c'est ça, ça va encore, mais quand il s'agit maintenant d'attaquer la médecine quantique, où là on peut avoir des sujets vraiment beaucoup plus sérieux avec des conséquences. Voilà. En gros, moi de toute façon, je suis quasiment à mes 10 minutes, donc là je vais pouvoir souffler, parce que je ne peux pas dire grand-chose de plus, sinon que j'y comprends rien. Voilà. Voilà, donc je vous remercie. Ben voilà, avec Étienne Klein maintenant, est-ce qu'on peut y comprendre un petit peu plus? 53, ok. Alors, je vais vous parler moi plutôt des choses qui me fascinent dans la mécanique quantique et dans son histoire, aussi dans son élaboration. La première chose, c'est qu'elle est née dans les années 20, pour ce qui est des principes fondamentaux, à une époque où, comparativement à aujourd'hui, on n'avait pas de données. Je veux dire que les particules qui étaient connues à l'époque, c'était le proton, l'électron, pas encore le neutron. On ne connaissait pas les interactions nucléaires. Les détecteurs de l'époque étaient ce qu'ils étaient, très imprécis, très peu nombreux. Et malgré cette déficience de données par rapport à aujourd'hui, il y avait suffisamment d'indications venant de l'expérience montrant que l'atome n'est pas un objet qui se comporte selon les lois de la physique classique. Et ce qui est assez miraculeux, c'est que la durée qui sépare le moment où on constate une faillite de la physique classique et le moment où on construit les nouveaux concepts qui n'ont aucune contrepartie dans la vie courante, permettant de fonder le formalisme de la physique quantique, il s'est passé très peu d'années. Et les jeunes gens, c'est plutôt des jeunes gens, qui ont fait ce travail dans les années 20, donc, l'ont fait à une cadence absolument incroyable. Et personnellement, plus je lis les articles de cette époque, qui sont toujours signés par un seul auteur, moins je comprends comment ils sont arrivés à élaborer une nouvelle physique qui, aujourd'hui encore, s'appuie sur les principes qu'ils ont énoncés. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont travaillé, on a découvert le neutron, les quarks, les neutrinos, les gluons, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs, et c'est toujours la physique quantique. Alors qu'on nous explique à l'école qu'en science, toute nouvelle donnée risque de compromettre la théorie qui prévaut à cette époque. Toute nouvelle donnée est une menace pour la théorie. Là, la théorie, évidemment, a évolué, mais jamais au point de remettre en cause ses fondements. Ensuite, ce qui est original et fascinant, c'est qu'elle pose des problèmes d'interprétation, un peu comme l'a dit Bruce, qui a non seulement un B, mais deux B, je voulais le signaler.
c'est que on ne sait pas très bien de quoi elle nous parle. C'est-à-dire on ne sait pas dire quelle correspondance il y a entre le formalisme, disons les équations, disons la représentation des systèmes, et puis les mesures qu'on peut faire sur les systèmes. Et ça, c'est quand même assez original, parce qu'en physique classique, il y a une interprétation, mais elle est assez simple. Il y a une sorte de bijection entre les concepts qu'on trouve dans les équations et les choses qu'on peut mesurer. En physique quantique, non, la mesure n'est plus une opération passive. Elle joue un rôle dans la détermination des propriétés qui sont mesurées. Alors celui qui a été mon maître pour me former à tout ça, c'est Bernard d'Espagna, auquel je voulais rendre hommage, d'autant qu'il était un ami de Michel Serres. Et dans cette affaire, il y a eu une chose absolument extraordinaire qui s'est produite au moment où je commençais mes études. C'est que le débat qui a opposé les physiciens pendant des décennies à propos de ce que veut dire qu'est-ce que c'est que faire une mesure sur un système. Est-ce que c'est une opération active ou est-ce que c'est un enregistrement passif de ce qui est? Qui est en gros la controverse qui a opposé Einstein à Niels Bohr, qui était une controverse philosophique. On pourrait presque même dire que c'était une controverse métaphysique sur le rôle qu'on attend d'une théorie physique. Est-ce qu'elle décrit le réel, indépendamment de la connaissance qu'on en a, ou est-ce qu'elle décrit notre interaction avec le réel? Et il se trouve qu'après des péripéties que je n'ai pas le temps de raconter, ce débat philosophique a été tranché par une expérience de laboratoire faite dans les années 80 par l'équipe d'Alain Aspect, reproduite ensuite. Avant même cette expérience, d'autres tentatives avaient été faites avec moins de précision. Et là, c'est quand même assez incroyable qu'un débat philosophique à propos de la physique soit tranché au laboratoire. Et non pas par une augmentation du raffinement des arguments philosophiques. Ensuite, il y a ce que vient de dire Bruce, c'est-à-dire comment transmettre la physique quantique. Je n'ai pas non plus la réponse, parce qu'elle s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire on décide que la loi fondamentale de la physique quantique, c'est l'addition. Si A et B sont deux états possibles d'un système, alors A plus B, la somme, est aussi un état possible du système. Et la question, c'est que veut dire A plus B? D'où les problèmes d'interprétation que j'ai évoqués. Mais A plus B, dans beaucoup de livres, on présente cette superposition comme un mélange, comme la coexistence de A et B. Quand on vous parle du chat de Schrödinger, on dit il est à la fois mort et vivant. La physique quantique ne vous dit pas il est à la fois mort et vivant, elle vous dit il est vivant plus mort. Ce qui n'est pas pareil. Autrement dit, on a affaire là à une véritable révolution, mais on n'a pas d'autre moyen de la dire que de la présenter comme une évolution. C'est-à-dire, on a une théorie nouvelle qu'on vient dire avec les concepts et les métaphores de la physique qu'elle vient de rendre caduque. On ne sait pas dire une révolution autrement qu'en la présentant comme une évolution. Par exemple, Bruce a dit, on l'a dit mal, il y a même des contresens. Le pire, c'est celui qu'on trouve dans les livres de terminale de philosophie aujourd'hui. Sauf que j'ai un fils qui est passé par là il n'y a pas longtemps. Il y a une petite page sur la mécanique quantique dans les livres de philosophie, où il est dit, la mécanique quantique démontre qu'on ne peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule avec une précision arbitraire. Qu'est-ce qu'a compris mon fils qui ne m'écoute pas à table? Il a compris que les particules étaient des corpuscules ayant une vitesse et une position bien déterminées, mais que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. Et donc la physique quantique serait une imitation de notre pouvoir de connaissance, parce qu'on a fait croire que les particules quantiques étaient comme des corpuscules, ceux de la physique classique, mais moins mesurables qu'avant. Ce qui est un contresens parfait. Alors ensuite, il y a le problème de la relativité générale, la théorie de la gravitation, dont les principes ne sont pas compatibles avec ceux de la physique quantique. Et avec Carlo Rovelli, dans l'article qu'on a écrit dans le numéro 500, on fait l'inventaire de toutes les interprétations qui ont résisté au temps, et puis de toutes celles qui pourraient servir à l'élaboration d'une théorie quantique de la gravitation. C'est un peu technique, donc je ne vais pas en parler, mais il y a des choses assez fascinantes qui se jouent en ce moment sur, pour ceux qui connaissent, un fameux papier de Maldacena qui s'appelle EPR égale ER. Je ne vais pas en dire plus. Mais, pour terminer,
je voulais vous parler d'une sorte d'analogie qui rend la mécanique quantique quand même très sympathique. J'ai dit tout à l'heure, on la présente comme une évolution alors que c'est une révolution. Le premier qui a vraiment compris ça, me semble-t-il, c'est un physicien britannique qui s'appelle Paul Dirac. Et en 1925, il a publié un papier assez court dans lequel il dit que la grande différence entre la physique classique et la mécanique quantique, une différence tellement fondamentale qu'on ne pourra plus jamais dire la physique quantique dans les termes de la physique classique, c'est ce qu'on appelle la non-commutativité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez une boule de billard, donc un objet classique, vous pouvez mesurer sa vitesse, c'est l'opération que j'appelle A, et puis mesurer sa position, c'est l'opération que j'appelle B. Le fait de mesurer ou non la vitesse ou la position d'une boule de billard ne change pas sa vitesse ni sa position. C'est des grandeurs qui existent objectivement, et quand on les mesure, c'est une opération passive qui ne change pas la valeur obtenue. Et donc, l'ordre dans lequel on fait les deux opérations est indifférent. On peut faire d'abord A puis B, ou bien B puis A, ça ne change pas les résultats. Donc AB est égal à BA. Et ce que montre Dirac, c'est qu'avec la physique quantique, non, l'ordre compte. AB n'est pas égal à BA, c'est-à-dire mesurer la vitesse puis la position, ça n'est pas la même chose que mesurer la position puis la vitesse. Donc AB n'est pas égal à BA, c'est le BA bar, on pourrait dire, de la physique quantique. Alors ça fait penser à une chose. Les anagrammes. D'où viennent les anagrammes? Vous permutez les lettres d'un mot, ça change le sens du mot. En général, ça le détruit même. Ça veut dire que quand vous écrivez un mot, l'ordre dans lequel vous mettez les lettres compte. AB n'est pas égal à BA, comme en mécanique quantique. Et donc, les anagrammes et la mécanique quantique ont ceci de commun que l'une et les autres reposent sur la non-commutativité, ce qui donne aux anagrammes une certaine dignité épistémologique et ce qui donne à la mécanique quantique un certain aspect ludique. Alors, une anecdote pour finir. Une anagramme, ouais. Un soir, à Ajaccio, il y a quelques années, il y avait un colloque auquel participait Alain Caunes, qui a fait un exposé brillant sur la musique et les géométries non commutatives. Parce que lui a écrit des géométries non commutatives qui, elles aussi, reposent sur la non-commutativité. Et là, on a dîné ensemble et je lui ai dit, t'as vu, il y a quand même un lien entre la physique quantique et les anagrammes et les géométries non commutatives. Lien qu'il n'avait jamais complètement explicité. Et sa conférence portait notamment sur le boson scalaire de Higgs. Parce qu'il avait une théorie sur le boson scalaire de Higgs qu'on venait de découvrir au CERN. Le boson scalaire de Higgs démontre que dans l'univers primordial, les particules élémentaires n'avaient pas de masse. Donc elles allaient à la vitesse de la lumière dans un bit qui était vide. Tout d'un coup, le champ de Higgs apparaît, elles se coupent à ce champ, acquièrent de l'inertie qui leur donne un temps propre. Donc elles acquièrent une sorte d'horloge. Avant, elles étaient angéliques, sans masse, et tout d'un coup, elles acquièrent une horloge. Or, lui vient de faire une conférence sur le boson scalaire de Higgs, dont l'anagramme est l'horloge des anges ici-bas. Donc là, il a eu une petite syncope. Il a pris un avion le lendemain pour Venise. Et un an plus tard, il a sorti un livre qui s'appelle Le Théâtre quantique, que je vous recommande, dont le sous-titre est L'horloge des anges ici-bas. Merci Étienne. Voilà, autour de Nathalie Besson, maintenant de nous parler de son expérience de la méchante mécanique quantique. Mais non, elle n'est pas méchante. Alors moi, là, j'ai un rôle un peu difficile parce que je passe après Bruce et Étienne, qui ont dit tout un tas de choses que j'avais l'intention de vous raconter. Mais il se trouve que la répétition est la maman de la pédagogie, donc je vous en remets une couche aussi sec. Alors moi, ce que je voulais dire, c'était, comme pour beaucoup de domaines de la physique, une des difficultés inhérentes à parler de la mécanique quantique, c'est un peu comme Étienne l'a souligné, c'est qu'on emploie des mots qui ont un sens parfait dans notre monde classique, des mots courants, pour décrire des choses quantiques avec un sens légèrement différent. Par exemple, on va parler de superposition, on va parler d'observation, et ça ne voudra pas dire la même chose dans le monde quantique et le monde classique. Et du coup, on se rend compte que
Pour parler de mécanique quantique, pour essayer de la comprendre, il va falloir penser différemment. On se rend compte qu'elle est du coup extraordinairement mystérieuse, totalement contre-intuitive et impossible à comprendre. Et pour citer aussi M. Feynman, qui est mon chouchou, toute catégorie confondue dans les physiciens, M. Feynman disait, je ne crois pas trop le paraphraser, je crois pouvoir dire sans me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. Ce qui est assez formidable parce que pour avoir visionné ces cours, je suis bien persuadée que s'il y a une personne qui avait une intime connaissance ou du moins compréhension de la nature quantique de l'univers, c'était bien Feynman. Mais bref. Donc moi je pense qu'il faut chercher à comprendre la mécanique quantique tout en acceptant la frustration qu'on ne va pas arriver à la comprendre. Alors pourquoi il faut quand même continuer à chercher à la comprendre? D'abord parce que, comme Étienne l'a souligné, ça marche formidablement bien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui décrive les processus subatomiques comme la mécanique quantique le fait. Avec la mécanique classique, c'est impossible, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est déjà une bonne raison de le faire. Et ensuite, parce que de temps en temps, il peut nous arriver ce que j'appelle une épiphanie, c'est-à-dire ce moment génial où toutes nos connaissances tombent, clic, 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 se mettent en place, et on croit, ou on a l'impression tout d'un coup qu'on saisit, qu'on comprend au sens fort du terme, qu'on fait sien un concept. Et moi, il m'est arrivé une de ces incroyablement réjouissantes épiphanies, alors que je jouais les guides dans une exposition sur le grand collisionneur de Hadron au Palais de la Découverte. Et une petite dame qui vient me voir et qui me dit « Alors, vous avez découvert le boson de Higgs ?» Oui, on a découvert le boson de Higgs dans 2 expériences. Oui, mais comment vous avez fait pour découvrir le boson de Higgs dans 2 expériences? Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'elle pense qu'il y a un unique boson de Higgs. Et ça n'est pas de sa faute. Pourquoi elle croit ça? Parce que nous tous, Étienne vient de le faire, tous les physiciens disent le boson de Higgs, l'électron, le photon. Et alors là, je me mets à penser, mais pourquoi on dit ça? On a raison de dire ça. Et en fait, ça n'est pas du tout une coquetterie de langage. C'est extraordinairement signifiant. Pourquoi j'ai le droit de dire l'électron? Parce que l'électron, c'est une vaguelette, une agitation, une excitation d'un unique concept qui est le champ de l'électron. Champ CHAMP, je précise, pas CHANT. Et donc tous les électrons sont intimement liés. Mieux que ça, ils sont tous presque identiques. Ce sont tous des petites excitations dans le champ de l'électron, qui est dans le champ de l'électron qui baigne l'univers, qui est dans son état fondamental de plus basse énergie, qui baigne l'univers. Et chaque petite vaguelette de ce champ est un électron. Donc l'électron, pareil pour le boson de Higgs, le photon, etc. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, j'appartiens vraiment à l'univers. C'est-à-dire mes électrons, tes électrons, vos électrons, les électrons de l'étoile la plus éloignée de la galaxie sont intimement liés par la mécanique quantique. Comme le dit un de mes amis et collègues, Jean-Philippe Usan, de façon beaucoup plus jolie que ce que je viens de faire, on est tous des vagues de la même mer. C'est beau, hein? Eh bien, c'est quantique. Planck, il n'est plus là, Planck. Juste à dire, regardez, il y a un très joli portrait de vous que vient de faire les Ombert. Génial. Et alors, tous ces champs, Étienne en a parlé, tous ces champs, le champ de l'électron, du photon, du boson de Higgs, dans leur état fondamental, forment le vide quantique. Du coup, c'est quoi ce vide quantique? Eh bien, c'est potentiellement toutes les particules. Ou plutôt, c'est toutes les particules en potentialité. Ça veut dire qu'il suffit d'apporter un peu d'énergie au champ dans son état fondamental, du moins suffisamment d'énergie pour correspondre à la masse de la particule en question, pour que tout d'un coup, elle jaillisse du néant. C'est assez génial, ou comme le dit Étienne, qu'on réveille la belle au bois dormant endormie. Et je te cite, Étienne. Et c'est exactement ça qu'on fait au LHC, avec l'énergie des collisions. On chauffe le vide, on l'agite suffisamment pour créer tout un tas de particules, comme par exemple des bosons de Higgs, mais aussi tout un tas d'autres choses. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter après ça? Oui, alors, si je peux me permettre de faire un peu... On va aller dans la science dure, là? On peut. On peut. Pour la science, ça ne fait pas peur. Eh bien, le vide quantique, c'est assez extraordinaire pour une raison qui tient à une chose qui s'appelle le principe d'indétermination de Heisenberg. Et donc, je vais parler un peu du principe d'indétermination d'Heisenberg. Ça n'est pas si barbare que ça en paraît. C'est le fait qu'il y a Étienne en a un peu parlé, il est impossible de connaître simultanément 2 propriétés complémentaires d'une particule avec une précision infinie. 2 propriétés complémentaires d'une particule, ça peut être par exemple le temps delta t pendant lequel je peux observer cette particule et l'énergie delta E avec la précision d'énergie delta E avec laquelle je connais l'énergie de la particule. Et le principe d'indétermination d'Heisenberg, il dit
delta t fois delta E est supérieur ou égal à h bar sur 2. Et si je la ramène avec mon équation, c'est parce que je voulais vous présenter h bar, nom d'une pipe, c'est la constante de Planck, h, avec une petite barre. Si vous la trouvez dans un papier, c'est quantique. H bar, c'est la constante caractéristique de la physique quantique. Et donc ce principe d'indétermination, dit de façon plus imagée, ça dit quoi? Ça dit que déjà, à la limite, le delta t, il est inversement proportionnel au delta E, ou l'inverse. Donc si mon delta t, il est assez petit, mon delta E peut être assez grand pour permettre à la nature de tranquillou pépère violer la conservation de l'énergie et produire une particule de masse correspondante. Ce qui fait que du vide quantique, on peut voir jaillir des particules tout à fait réelles qui ensuite retombent dans le néant tout de suite derrière. Et ça, on le voit en laboratoire. Et ça me ramène aussi sec à mon problème de vocabulaire, qui est qu'une fois, je donnais une conférence ici même à la Cité des Sciences sur le sujet, et à la fin, une dame vient me voir en me disant « Bon, si je comprends bien, votre vide quantique, il n'est pas vide. » Non. Eh ben, vous ne pensez pas qu'il est temps de changer de mot? C'est pas faux. C'est effectivement super difficile de parler de mécanique quantique. Alors, comme ça a déjà été évoqué, parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est utiliser des analogies ou des images, mais forcément, ces images sont ancrées dans notre monde classique, et donc forcément, ces images sont un peu fausses ou un peu imprécises. Et pour reparler de la superposition, par exemple, je pourrais vous dire, oui, alors voilà, la superposition, c'est très simple. Imaginez une carte à jouer qui soit à la fois pique et à la fois cœur. Ah ouais. Donc effectivement, comme Étienne l'a dit, le mieux qu'éventuellement votre imagination puisse faire, c'est imaginer une carte mi-pique, mi-cœur. C'est pas ça une carte quantique. Une carte quantique, pique et cœur, c'est une carte qui soit potentiellement tout cœur et potentiellement tout pique en même temps. Donc évidemment, c'est impossible à imaginer, donc mon image est foireuse. Et le chat de Schrödinger, c'est exactement la même chose. On dit, parfois, nous, pour rigoler, on représente ça comme un chat zombie, qui est à la fois mort et vivant, mais il n'est pas du tout à la fois mort et vivant. Ce chat, on l'a enfermé de façon très barbare dans une boîte, avec un système quantique qui peut le tuer ou non, avec une certaine probabilité. Et donc, tant que je n'ai pas regardé dans la boîte, mon chat, il a une probabilité P d'être vivant, une probabilité 1 moins P d'être mort. Donc, il est pour moi vivant avec une probabilité P et mort avec une probabilité 1 moins P. Et puis, quand j'aurai ouvert la boîte, par contre, il ne sera pas zombie, il sera soit vivant, soit mort, mais avec une certaine probabilité. Si jamais je suis très cruelle et que je fais l'expérience avec des tonnes de chats, eh ben, je trouverai un nombre de chats proportionnel à P vivant, et puis un nombre de chats proportionnel à 1 moins P mort. Mais ils sont tous soit vivants, soit morts. Enfin bref, moi je pense que la seule façon de parler rigoureusement correctement le quantique, c'est avec les maths. Parce que les maths, c'est abstrait et c'est adapté à la mécanique quantique. Alors moi, par exemple, pour vous rassurer, en tant que physicienne, je suis maintenant bien persuadée que je ne comprends rien à la mécanique. Non, c'est pas vrai. Que je ne comprends pas tout au fond des choses à la mécanique quantique. Par contre, je peux manipuler des objets quantiques parce que j'ai le bagage mathématique nécessaire. Mais sans ça, c'est sûr, moi je sais que je n'ai pas compris fondamentalement les concepts. Et j'en parlais avec Cécile l'autre jour. Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup... Donc on ne peut pas jouer au poker en quantique. Donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que j'aime beaucoup les livres anciens. Et une fois j'ai acheté des cours de Marie Curie. Dans les cours de Marie Curie, il n'y a pas... Alors c'est des cours pré-quantiques sur la radioactivité. Il n'y a pas une équation, il n'y a pas une formule de maths. C'est raconté, c'est magnifique, c'est un texte, c'est très beau, c'est super lisible. Et les premiers textes d'Einstein, les premiers papiers d'Einstein, c'est pareil. Énormément, très très peu de symboles, très peu de formules, des expériences de pensée qui sont racontées. Autant vous dire que les articles qu'on pond maintenant en ère quantique, on cherche les mots, c'est que des maths partout. Bref, tout ça pour conclure en vous disant que je pense que l'avantage des physiciens sur tout un chacun quand on aborde la mécanique quantique, c'est pas du tout qu'on la comprend mieux que tout le monde, c'est juste que je pense peut-être qu'on a l'avantage de pouvoir s'affranchir des images qui sont un peu fallacieuses en s'appuyant sur les maths, dont, comme Galilée le disait, qui sont, comme Galilée le disait, le langage de l'univers. Merci Nathalie. On va quitter les images fallacieuses pour la pataphysique et on va tout comprendre avec Gérard Berry. Pas que la pataphysique. Oui, donc moi j'interviens aussi en tant qu'informaticien parce que je vais vous parler un peu de calcul quantique. Et j'ai eu l'honneur de faire ma leçon inaugurale de pataphysique 3 jours après ma deuxième leçon inaugurale du Collège de France, de la faire ici, et je parlais du temps.
en particulier. Il faut citer Feynman aussi, quand même, QED, qui est un livre tout à fait extraordinaire de vulgarisation sur quantum électrodynamique, qui s'est fait qu'avec des petits dessins stupides et que je trouve absolument merveilleux. Alors, la déformatique, c'est une branche de la pataphysique donc, que j'ai créée, dont je suis le seul représentant d'ailleurs, et elle s'intéresse à tout ce qui... Alors, il y a deux branches. Hein. Il y a la déformatique, proprement dite, celle dont je m'occupe, qui s'occupe des systèmes déformables. Donc de tout ce qui est déformable. Beaucoup de choses sont déformables, mais pas toutes. Par exemple, Newton, c'est pas du tout dans la déformatique, mais la relativité, pas de problème. La forme de l'univers, on a pris un coup. Là, en mécanique quantique, ils n'en aiment pas vraiment. Donc ça marche très bien. Il y a une deuxième optique qui est la désinformatique. Donc, mais ça, il y a beaucoup trop de monde, donc je ne l'ai pas ouvert, mais je vais quand même en parler aujourd'hui. La désinformation est un art extrêmement répandu. Alors, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans la façon de parler de la mécanique classique si on va chercher ailleurs les comparaisons. Par exemple, quand on dit on ne peut pas connaître en même temps la vitesse et la position d'une particule, ça n'a pas de sens en mécanique quantique, mais ça a du sens pour ma fille qui est acrobate en tournée permanente et sur un trapèze en général. Donc là, c'est complètement vrai que c'est complètement impossible de savoir ça. Sur l'incertitude d'Heisenberg, j'ai eu une jolie surprise aussi. J'ai fait un cours à Lyon, un cours sérieux du Collège de France à Lyon. J'avais demandé à Patrick Flandrin, qui est un grand traiteur de signal et un homme merveilleux, de faire un cours sur quelque chose qui m'obsédait depuis longtemps, qui est: peut-on prendre une photo d'un son? Moi, je suis photographe et je lui demandais: est-ce que je pourrais avoir la photo du son en même temps que la photo? On peut prendre la photo de la lumière, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas des photos du son? Eh bien, c'est à cause d'Heisenberg. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on prend un son, c'est une onde. Et si on a suffisamment de battements de cette onde, on peut calculer des fréquences, ce que font les oreilles. Et nos oreilles font une analyse fréquentielle du son. Mais si on fait un obturateur trop rapide, si on prend le son au 10 millième de seconde, on va voir rien. On va avoir très peu d'informations. Et donc, on peut avoir soit le temps, soit les fréquences, mais pas les deux en même temps. Et quelque part, c'est très facile à expliquer pour la photo, et c'est quand même le même phénomène, même si ce n'est pas exactement le même phénomène, c'est la même intuition. Alors, il y a aussi les expériences d'Yves Couder qui sont tout à fait extraordinaires. Yves Couder qui est malheureusement décédé aussi il y a très peu de temps, qui fait des expériences quasi quantiques à taille réelle, où il laisse tomber une goutte sur une surface de liquide et il rajoute simplement un tout petit peu de vibration pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie, et on voit la goutte se promener sur son propre fond d'onde, et c'est tout à fait la même chose que la mécanique quantique, sauf que ça se voit. Il y a des très jolis films qui sont sur le web d'Yves Couder, ça je recommande. Yves Couder était quelqu'un d'absolument extraordinaire aussi dans le genre invention. Mais je voudrais vous parler du calcul quantique. Alors, le calcul quantique, c'est la désinformation en grand dans un sujet qui est bien réel et extraordinairement intéressant. Alors, j'entends à la radio, pas dans les émissions scientifiques sérieuses, l'ordinateur quantique va infiniment plus vite que l'ordinateur classique. Alors ça, c'est pas de chance, c'est pas vrai. On gagne au mieux une exponentielle, et encore dans très peu de cas, une racine carrée, on passe une racine carrée quand ça marche bien aussi. Donc c'est pas vrai, mais on peut gagner beaucoup. Il permet de faire des calculs que ne peut pas faire l'ordinateur classique. Ça, c'est pas du tout vrai non plus. C'est les mêmes calculs. Il est tout près d'exister. Alors ça, c'est pas de chance. C'est un vrai sujet, mais c'est juste pas vrai non plus. La notion de tout près, il faut la relativiser, bien sûr. Il va remplacer l'ordinateur classique. Alors ça, c'est vraiment idiot. C'est pas du tout vrai. Vos téléphones, ils sont déjà quantiques parce qu'ils ont des transistors, mais ils sont classiques dans leur fonctionnement. C'est pas vrai. Et pourquoi est-ce qu'on entend tout ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les gens, c'est plus marrant d'expliquer ça que la vérité. Et puis parce que comme la recherche dans le domaine coûte très très cher, il faut avoir un marketing sérieux pour avoir les budgets. Mais c'est vraiment très sérieux, des calculs quantiques. Puis il y a la communication quantique qui est issue des travaux d'Alain Aspect, qui elle est industrielle maintenant. C'est vraiment quelque chose de très sérieux, mais c'est très différent du calcul. Alors, pour ceux que ça intéresse, ce domaine, pour avoir des vraies informations et pas de la désinformation, il y a un rapport tout à fait sérieux de l'Académie, de la National Academy of Science américain, qui vient de sortir, qui s'appelle Quantum Computing Progress and Prospects, donc calcul quantique, progrès et prévision. Et il est vraiment très intéressant et extrêmement bien écrit, ce rapport, je le conseille. Évidemment, ça s'appuie sur le principe d'intégration, vraiment. Mais attention, ce principe est difficile. Alors déjà, la première loi, c'est qu'on ne sait pas du tout si on arrivera à faire un ordinateur quantique.
Alors, on vous dit qu'il y a des ordinateurs quantiques à 10 qubits. Qubits, c'est les bits intriqués quantiques. Bon, c'est possible, mais ce n'est pas non plus tout à fait vrai, parce qu'il y a un problème dans le quantique, qui est le bruit. Et là, dans les ordinateurs classiques, on sait parfaitement faire la différence entre 0 volt et 1 volt, c'est assez simple. Et dans les ordinateurs quantiques, gérer le bruit, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on vous dit des bits quantiques, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que c'est des bons bits quantiques? À l'heure actuelle, la réponse est non. Ce n'est pas des bons bits quantiques. Mais ça ne fait rien. C'est très important de faire ça. Donc, avec le bruit, il y a un taux d'erreur qui peut être très, très, très grand. C'est-à-dire, si le calcul quantique est juste, non, par défaut, non. Et il faut mettre des systèmes de correction d'erreur avec des ordinateurs classiques à côté de ça pour y arriver. Et on a des erreurs, mettons, dans les très bons cas de 10-3, donc 1 sur 1000. Pour arriver à faire des calculs sérieux, il faudra faire mieux que ça. Mais combien il faut de bits pour faire des calculs? Alors, il y a plusieurs sortes de calculs, mais mettons, si on dit, on vous explique que l'ordinateur quantique va casser des codes secrets. Ça peut être vrai, des codes secrets actuels. Alors, ce n'est pas les codes secrets, c'est certains chiffrements très utilisés, comme RSA pour la carte bleue, mais qui n'est pas le plus utilisé sur Internet, contrairement à ce qu'on entend. Il n'est pas tellement utilisé sur Internet, mais d'autres qui sont équivalents seraient effectivement cassés. Bon, alors, où on en est? Ben, par exemple, pour casser RSA, il y a un papier absolument merveilleux qui est sorti cette semaine d'optimisation qui a montré qu'on pouvait maintenant trouver des algorithmes qui marchent bien pour casser RSA de la carte bleue avec 20 millions de bits quantiques de bonne qualité. Donc 20 millions de bits quantiques de bonne qualité, on n'a pas la moindre idée de si on saura faire ça un jour. Hein. Mais ça vaut le coup de travailler, c'est fabuleusement intéressant. En plus, il faut faire des machines, il ne faut pas faire que des bits quantiques, il faut que ce soit intégré, que ça communique et tout. Donc il y a du boulot pour longtemps. Et c'est du boulot très intéressant. Bon. Alors, il y a des machines quantiques, mais qui ne sont pas des ordinateurs à l'heure actuelle, et qui ne sont pas non plus spécialement fiables, et qui ne sont pas spécialement non plus rapides que le classique. Mais il faut discuter de tout ça. Alors, en plus, il y a un problème d'algorithmique. Hein. Il n'y a pas que la physique là-dedans, il faut faire des algorithmes. Alors, les algorithmes, c'est un autre métier que la physique, c'est connu. Les algorithmes quantiques, c'est très compliqué, très difficile, très intéressant, mais beaucoup plus compliqué que les algorithmes classiques. Alors, on en connaît très peu. Il y a des optimisations dont on explique toujours qu'elles sont meilleures que les classiques, mais ce n'est pas forcément vrai. Les optimisations classiques ont aussi fait beaucoup de progrès. Mais ça peut être très intéressant. Et puis, il y a le fameux algorithme de Shor qui permet de casser des codes secrets. Pas facile. Alors, le problème aussi, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des algorithmes, il faut aussi arriver à les programmer. Donc, il faut faire des langages de programmation quantique. Alors là, c'est le début du début. Il faut se rappeler que si l'informatique classique a marché, c'est parce qu'on a fait des langages aussi, pas uniquement. Si on programmait les ordinateurs comme on les programmait en 1950, vous n'auriez pas de téléphone portable. Hein, ça, c'est une garantie. Alors, ces langages n'existent pas encore, mais c'est un sujet de recherche absolument magnifique. Et voilà. Et en plus, il y a un autre problème extrêmement sérieux, c'est que c'est très difficile de programmer, et que quand on programme, il faut débugger. Débugger, ça consiste à dire, à tous les coups, je me suis gouré, mais où? Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait marcher l'ordinateur petit pas par petit pas. Regardons ce qu'il fait. Alors ça, avec un ordinateur quantique, c'est raté. La mécanique quantique nous l'interdit. Donc, c'est pas fait. Puis il y a un dernier truc qui fait que c'est pas fait, c'est que ce qui a fait l'informatique classique, c'est ce qu'on appelle une spirale positive. C'est la loi de Moore. C'est-à-dire que ça coûte extraordinairement cher de faire l'informatique classique, mais ça s'est tout de suite vendu, avant d'être fait quasiment. Les premiers ordinateurs se sont vendus très très peu après leur premier démarrage, et ça a permis de faire l'argent pour faire les suivants, qui a permis de grandir l'achat. À l'heure actuelle, les usines d'ordinateurs sont les plus chères du monde. Hein. Il faut savoir que ça fabrique l'objet le plus léger du monde, mais c'est l'industrie la plus lourde, ce qui est quand même très joli. Et ça coûte, maintenant, les usines qui sont en train de se faire à l'heure actuelle sont entre 20 et 30 milliards de dollars pièce. Une usine de bagnole à côté, c'est des clopinettes. Et tout ça, c'est payé par le passé. Et en quantique, il n'y a pas le passé, et il n'y aura pas le passé avant la première usine. Donc ça va être compliqué. Alors ça ne veut pas du tout dire que le sujet est inintéressant, ça veut dire qu'il faut laisser les gens bosser, que c'est difficile, extrêmement intéressant, très original, qu'il faut laisser les gens bosser, puis arrêter de raconter n'importe quoi. Mais il y a une chose pataphysique fondamentale, c'est la cryptographie. On sait que si jamais il existait une machine capable de casser des codes actuels, on serait dans la mouise. Alors pourquoi? Parce que
Alors, c'est pas qu'on ne sait pas faire des codes qui ne seraient pas cassés. Il y a déjà des normalisations de codes post-quantiques. Mais c'est qu'il est probable qu'en moins de 20 ans, c'est-à-dire le temps où on ne sait pas si on aura on n'arrivera pas à avoir changé nos codes. D'autre part, que tous les documents qui sont chiffrés à l'heure actuelle pourraient devenir décodables, ce qui n'est pas très sympa. Que pour les rechiffrer, ça mettrait un temps fou et qu'il faudrait être sûr que toutes les copies soient effacées. Et ça c'est impossible, parce que les copies, il y a un principe d'indétermination fondamentale, on n'a aucune idée d'où elles sont. D'accord ? Autre problème vraiment sérieux, s'il y avait un héritage quantique, ça coûterait la peau des fesses, non, même les yeux de la tête carrément, voire hors de prix, enfin des unités d'argent très importantes, et il y en aurait très peu dans le monde à des endroits où on n'aimerait pas qu'ils soient, par exemple chez les gouvernements de différents pays. Donc il n'y en aurait pas chez le particulier, il ne faut pas croire ça. Donc, on est dans une situation pataphysique extraordinaire, c'est qu'on va être obligé de prendre des précautions de chat, mais sérieuses, hein, ce qu'on ne fait pas pour le climat, je vous rappelle. On va être obligé de les faire, et ce sera peut-être fait pour des raisons industrielles, alors qu'on n'a pas la moindre idée de si le résultat existera. Cela dit, c'est un travail tout à fait extraordinaire de recherche, c'est pas parce qu'un travail de recherche ne fonctionne pas tout de suite qu'il n'est pas bon. Hein, la physique a déjà montré ça plein de fois. C'est un travail extraordinaire de recherche. Et toute personne qui prévoit que c'est en 20 ans ou en 22 ans, hein, c'est comme la singularité. On vous explique que les Coréens sont plus forts que les Américains. J'ai lu ça dans un journal, que les Coréens sont plus forts que les Américains parce qu'ils disent que l'ordinateur sera plus intelligent que l'homme en 2034, alors que les Américains disent 2037. Il y a un mot anglais pour dire ça, qu'il n'y a pas de traduction française simple, c'est bullshit. Hein. Voilà. Merci Gérard. Enfin, je vois que ça laisse un peu effectivement de travail, mais que dans le numéro 1000 pour la science, vous aurez la réponse parce que ça nous amène, j'ai calculé, vers 2062. Donc, on aura la réponse. Donc, avant qu'on donne la parole aux auditeurs, est-ce que vous avez des réactions les uns et les autres ou est-ce que vous voulez remonter un peu la baraque parce que Gérard a tout cassé la baraque là mais... J'ai rien cassé du tout. J'ai dit que c'était fabuleusement intéressant, qu'il ne fallait pas juste prendre des vessies pour des lanternes, comme on disait avant. Moi, je peux peut-être compléter ce qu'a dit Nathalie à propos des maths. En effet, le formalisme donne raison en apparence à Galilée, selon lequel les lois de la nature sont écrites en langage mathématique. Mais justement, ce qui fait l'originalité de l'interprétation, c'est que une fois qu'on a les équations, il faut décider de la façon de les utiliser. La mesure n'est plus l'opération classique qu'on imaginait auparavant, et c'est ça qui pose tous les problèmes. Il faut savoir passer du monde des représentations au monde des mesures. Et les espaces dans lesquels on représente les états des systèmes, c'est des espaces mathématiques qu'on appelle des espaces de Hilbert, qui sont des espaces vectoriels, qui peuvent avoir un nombre de dimensions infinies. Ce qui veut dire que le monde dans lequel on décrit les états des systèmes n'est pas le monde dans lequel sont les systèmes. Ça veut dire que le monde de la représentation s'est émancipé du monde empirique, ce qui pose la question du lien entre les deux. Et donc Galilée, je pense qu'il n'aurait pas été à l'aise avec la mécanique quantique. Vous répondez ? Ah bah non, il faut que je fasse l'avocat de Galilée, c'est ça ? Non. Allez. Non, il a déjà eu des avocats. Il a déjà eu tout un tas d'avocats, ça s'est pas très bien passé. Ouais. Non mais alors moi par contre, voilà, j'ai rien, je vais pas me mêler du débat de Galilée, mais c'est vrai que l'ordinateur quantique, ça me rappelait une des choses que j'avais entendues la première fois que j'ai entendu parler d'ordinateur quantique, où j'avais entendu, et je jure que c'est vrai, il faudrait que je retrouve dans quelle émission j'avais entendu ça, où la personne qui présentait ce qu'allait être l'ordinateur quantique disait, voilà, imaginez vous avez un calcul qui est vraiment beaucoup trop complexe pour un ordinateur actuel, et qui nécessiterait des années et des années et des années de calcul au meilleur superordinateur actuel. Et ben avec un ordinateur quantique, il va peut-être utiliser des années, des siècles, des millénaires pour faire ce calcul dans un autre univers. Et rendra le résultat dès qu'il l'aura trouvé, et pour nous, ce sera instantané. Voilà. Je l'embauche, moi. Il est bon, hein? Ah oui, oui.
Et c'est vrai que c'est là où je m'étais dit, ah, un autre univers donc. Non, mais ça vient de ce que Shor, celui qui a inventé les algorithmes de Shor, il croyait à l'interprétation d'Everett de la mécanique quantique. C'est-à-dire l'idée que quand on mesure un système quantique qui est dans la superposition A plus B, si on obtient A, c'est qu'il y a création concomitante d'un autre univers dans lequel c'est B qui se réalise. Et donc à chaque fois qu'une mesure dichotomique est faite, il y a création d'un univers parallèle. Et donc Shor, il a une interprétation de la superposition qui est celle-là, ce qui veut dire que ton optimisme, ta façon de raconter les performances quantiques des ordinateurs s'appuie sur l'idée d'univers parallèle. L'idée qu'on explore plusieurs calculs en même temps, D'ailleurs, on parle de calculs massivement parallèles, ça sous-entend univers parallèle presque. Oui, mais ça, c'est pas une bonne comparaison, parce que massivement parallèle, on fait ça tout le temps. Il y a l'idée que les ordinateurs font les calculs avec un doigt, elle est finie depuis très très longtemps. Mais massivement parallèle, le problème, c'est que si on met 1000 calculateurs, on va comme 1000 fois plus vite au mieux, et même on est loin de savoir faire ça. Tandis qu'avec un calcul quantique comme celui de Shor, on va 2 puissance 1000 fois plus vite. C'est pas du tout pareil. C'est ça l'intérêt. Mais c'est pas facile à obtenir. Il n'y a pas beaucoup de problèmes où on sait qu'on peut faire ça. Mais celui-là, à lui tout seul, vaut le coup, quoi. Alors, je rappelle, parce que comme moi j'aime bien faire des analogies, vu que c'est un peu mon fond de commerce, pour ceux qui n'ont pas cette notion de parallèle, de ce que c'est que de faire des choses en parallèle, en fait, la meilleure analogie, c'est l'idée qu'avec 9 femmes enceintes, vous avez un bébé en un mois. C'est bon. Ouais. Bon, il nous reste une demi-heure, donc je pense qu'il est largement temps de vous donner la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la lumière en plein dans les yeux, donc je ne vous vois pas très bien. Donc levez... Ah voilà, une main ici, Georges. Attendez le micro. Vous m'entendez? On m'entend? Oui. Je voudrais poser une question à Étienne Klein, mais apparemment, je vais une question que je ne voudrais pas poser. La question que je ne poserai pas, c'est quoi la mécanique quantique? Alors, la question maintenant, et quelqu'un nous a fait saliver, mais restez sur notre faim. Il nous a annoncé une controverse entre Einstein et Bohr, l'un disant on peut connaître passivement un système, l'autre disant si on agit sur le système, on le perturbe d'office. Et une expérience de physique a tranché merveilleusement entre ces deux hypothèses à la fin. J'aimerais que vous commentiez là-dessus. Enfin, une certitude, un tranchement net dans ce monde de brutes et d'incertitudes. Alors, merci pour cette question. Enfin, j'aurais préféré la question que vous ne l'avez pas posée. Mais donc, je vais quand même répondre, mais comme je suis moins prétentieux que Bruce, je vais parler que d'une femme enceinte. Pas 9. C'était gratos, hein. Donc, une femme enceinte, elle ne sait pas s'il y a un garçon ou une fille, a priori. Il n'y a pas d'échographie, elle sait simplement qu'elle est enceinte. Eh bien, quelqu'un comme Niels Bohr, par exemple, dira l'embryon, le fœtus, a un sexe indéterminé, il est garçon plus fille, et ce n'est pas la peine de lui attribuer un sexe. Il est la superposition quantique d'un garçon et d'une fille. Okay. Et puis au moment de la naissance, ou avec une mesure, échographie par exemple, on verra si c'est un garçon ou une fille. Mais c'est le fait de mesurer l'état de l'embryon qui va déterminer s'il a un sexe masculin ou féminin. C'est la mesure qui va transformer le A plus B en soit A, soit B. Mais avant la mesure, le sexe de l'embryon n'est pas déterminé. Il n'est pas mélangé non plus. Ce n'est pas garçon mélangé à fille, ce n'est pas une dualité, c'est A plus B. Et ça, c'est Niels Bohr qui défendrait cette hypothèse. Et Einstein dit, mais n'importe quoi, si on mesure que le sexe, ou on voit que le sexe est masculin, c'est qu'il était masculin avant la mesure. Donc la mécanique quantique nous dit qu'il est A plus B. Or, si on le mesure dans A, c'est qu'il était A avant la mesure. Donc la mécanique quantique ne nous dit pas toutes les informations qu'on est en droit d'attendre du système. C'est-à-dire que quand nous disons A plus B, c'est que nous manquons d'informations, nous manquons de ce qu'on appellera, après Einstein, des paramètres cachés, qui, si on les connaissait, nous permettraient de savoir à l'avance si c'est un garçon ou une fille. Donc, ce qui les oppose, c'est que pour Einstein,
le hasard de la mécanique quantique, les probabilités dont parlait Nathalie, c'est la marque de notre méconnaissance des détails fins du système, alors que pour Bohr, c'est un hasard fondamental. Et les idées d'Einstein ont été, dans leur variante la plus large, disons, invalidées par l'expérience dont j'ai parlé. Bonjour. Voilà. Quand je suis arrivé, j'avais en tête que ce que vous appelez la physique, j'appelle ça ordinaire, la physique classique et la physique quantique, ben, si on m'avait demandé, j'aurais dit ben, la physique quantique, sans être un physicien, c'est certainement la continuité de la physique classique poussée plus loin. Et d'après vos conversations, je m'aperçois que ce n'est pas du tout ça. J'ai l'impression que la physique quantique, par rapport à l'autre, c'est une autre dimension. Comme par exemple le carré par rapport au cube. Le cube, c'est un volume. Dans le carré, il n'y a pas de volume. Donc, et d'autre part, ce monsieur qui est ici, tout à l'heure, a parlé de langage mathématique. Eh bien, à mon avis, en vous entendant, je pense que celui qui n'est pas un mathématicien, qui ne maîtrise pas le langage mathématique, ne peut pas parler de physique quantique. Ça n'est pas à la portée, de l'homme ordinaire qui n'a pas le background mathématique nécessaire. Il faudrait mieux ne pas en parler. C'est la même chose. Mais bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose que quand les religions se mettent à parler. On peut parler de la Bible, du Coran, etc. Hein? Bon. Mais quand ils se mettent tous à parler de Dieu, c'est absurde. Dieu, c'est absurde. Et ici c'est ça. La physique quantique, les quelques mots qui viennent d'être dits ici me montrent que ça n'est pas... On ne peut pas le concevoir, on ne peut pas se le représenter. Donc, ce n'est même pas une réalité. C'est une réalité mathématique, peut-être, pour un mathématicien. Mais pour celui qui ne l'est pas, ça n'est pas une réalité. On va vous répondre, monsieur. On vous avait prévenu au début de la soirée. C'est une soirée pour expliquer qu'on ne peut rien en dire et qu'on ne peut rien comprendre. Mais je crois que Étienne déjà n'est pas d'accord. Nathalie, vous voulez commencer? Non, alors, je conçois qu'elle soit extrêmement difficile, mais elle n'est pas absurde. Et accessoirement, contrairement à Dieu, elle peut être testée en laboratoire, et c'est exactement ce qu'on fait. Par exemple, au LHC, on met en jeu la mécanique quantique. La mécanique quantique nous permet de faire, comme Bruce l'a rappelé tout à l'heure, des prédictions qu'on confronte aux résultats expérimentaux et qui collent aux résultats expérimentaux de façon merveilleuse. Donc, elle est testable. C'est vraiment une théorie, une science, vraiment. Pas une religion, et elle est testable en laboratoire, elle est testée, magnifiquement bien testée, et encore une fois, extraordinairement prédictive. Donc, elle est certes très compliquée, mais ça n'est pas une absurdité, vraiment. D'ailleurs, Nathalie a parlé du LHC, le Large Hadron Collider. Ben, on a parlé de la particule de Dieu quand même au moment de la découverte du Higgs. Hein. C'est la faute d'un éditeur. Là, je oui, veux pas, mais c'est vrai. Mais il se trouve que l'anagramme de l'accélérateur de particules, c'est éclipsera l'éclat du créateur. Bon, mais quand même, il y a deux choses dans ce que vous avez dit, monsieur. La première, je suis d'accord, c'est-à-dire la physique quantique, elle n'est pas en continuité avec la physique classique. Il y a une rupture qui est masquée par le fait qu'on a le même langage et donc par glissement de sens, on a l'impression que la physique quantique est un prolongement de la physique classique, alors que c'est, on l'a dit, une rupture. Ensuite, vous avez dit que c'est des mathématiques trop compliquées, c'est en fait tout l'inverse. C'est-à-dire que la mécanique quantique, elle est à la portée de tout le monde d'un point de vue mathématique, puisqu'elle s'appuie sur l'addition. A plus B, voilà, si A et B sont deux possibilités pour le système, A plus B est une possibilité, c'est tout. Et il se trouve qu'à partir de ce principe de superposition, qui oblige à représenter les états dans des espaces vectoriels, l'espace vectoriel, ça s'apprend en terminale, on peut tout déduire, l'équation de Schrödinger, on peut déduire plein de trucs, les inégalités de Heisenberg, tout dérive de là, et donc c'est très très simple mathématiquement. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'une règle vraiment simple, l'addition, engendre un formalisme dont l'interprétation est aussi compliquée. Par contre, je serais d'accord avec vous s'agissant de la relativité générale d'Einstein pour la gravitation.
Là, c'est du calcul tensoriel. Mathématiquement, c'est vraiment très difficile, ce qui n'est pas du tout le cas de la physique quantique. Donc le fait qu'elle soit incompréhensible n'est pas lié à sa difficulté dans l'ordre des mathématiques. La notion d'incompréhensible est très relative au cours du temps. Je me rappelle Martin Gardner avait fait un article il y a longtemps dans Scientific American sur la représentation des trajectoires au Moyen-Âge. Et il y avait un calcul, parce que on est limité par les mathématiques qu'on connaît. Certes, il y avait un calcul, par exemple, qui montrait, qui permettait de calculer où allait tomber un boulet de canon. Et les mathématiques à l'intérieur, c'est le boulet va partir en ligne droite avec un certain impétus. Il va perdre son impétus. Il va décrire un arc de cercle et retomber verticalement sur le point auquel il était. Ça montrait qu'ils avaient un peu de problème avec les maths. Mais en même temps, ils n'avaient pas de problème de représentation, c'était un peu l'inverse là, parce que sur la couverture du livre qui faisait ça, il y avait un peintre qui avait dessiné une magnifique parabole, comme la trajectoire du boulet. Donc c'est ça. Mais il y a un moment où, quand les équations de Newton, c'est exactement pareil. On dit F égale kmm' sur D2. Ben, personne ne comprend pourquoi. C'est exactement la même chose dans la mécanique de newtonienne. On dit ça pour la mécanique quantique, on ne comprend pas ce qu'elle est, mais ça a déjà été vrai longtemps avant. F égale kmm' sur D2, ça a changé, ça ne s'appelle plus comme ça, ça a changé les lettres. Mais c'est une équation hyper simple dont Newton lui-même disait qu'il ne comprenait rien d'autre que, bah ouais, c'est comme ça. Donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas un problème nouveau de ne pas comprendre. C'est peut-être un peu moins vrai, un peu plus pire maintenant. Alors, ouais. Après, juste pour la différence, si je peux, c'est que pour Newton, il ne comprenait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il constatait qu'effectivement, kmm' sur D2, ça fonctionne. Mais il ne savait pas dire pourquoi. Et il avait le comment, il n'avait pas le pourquoi. La mécanique quantique, j'ai envie de dire, on n'a ni le comment ni le pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu plus non, on a le comment, mais quand on le regarde, on dit qu'est-ce que ça veut dire, je dis je sais pas. Il y a quand même un degré d'incompréhension supplémentaire parce qu'on se rattache vraiment à rien. C'est-à-dire la vraie difficulté, c'est que d'une part, ça ressemble à rien qu'on connaît, et que le fonctionnement de notre cerveau est tel qu'on cherche constamment à le faire ressembler à quelque chose qu'on connaît. La difficulté, elle est surtout là, c'est-à-dire qu'on cherche. Enfin, moi je vois, c'est tellement compliqué qu'on peut même pas donner d'exemple pour le dire. Mais c'est-à-dire qu'en mécanique classique, on cherche toujours à se rattacher à quelque chose qu'on connaît, même si on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on lâche la chute libre d'un corps, on dit voilà, le corps il va décrire une parabole. Oui, on se rappelle qu'on a déjà lancé une balle un jour et qu'on a vu effectivement que ça fait. C'est-à-dire qu'on sait dire ce que c'est une parabole. Attends, si tu avais montré l'expérience des formes de Young avec des électrons individuels à Newton, il serait tombé de sa chaise. Donc c'est pas le même ordre. Donc c'est pas en allant dans des mathématiques très compliquées qu'on comprend que c'est incompréhensible. C'est quand on a une expérience basique, dont une revue scientifique a dit qu'elle était la plus importante du XXe siècle, l'expérience des formes de Young qu'on apprend à l'école, mais avec des flux de particules très peu intenses, de sorte qu'elles arrivent une par une. On se demande mais comment elles ont fait pour interférer si elles sont des corpuscules, et comment elles ont fait pour passer dans les deux fentes si elles sont des corpuscules. Et donc là, il y a un truc qui est incompréhensible. C'est-à-dire quand vous imaginez, vous essayez de vous demander qu'est-ce que c'est qu'un électron en tenant compte des résultats de cette expérience, avec ces différentes variantes, vous dites mais je ne comprends rien à ce qu'on appelle le réel. C'est ça qui fait l'ébranlement, plus que le fait d'être devant des équations dont on ne comprend pas l'origine. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que ça, c'est normal. Oui, mais... ça, c'est compréhensible. La vraie phrase, c'est pas je comprends pas, c'est je l'admets pas. Ce qui est assez différent, parce que après tout, il suffit d'y croire. À ce moment-là, on le comprend. Pourquoi les trajectoires font une parabole? Il n'y a pas besoin de le comprendre pour l'admettre. Oui, mais si on l'admet, la notion de compréhension est différente. Moi, je me souviens de réactions d'étudiants à Centrale, dont Nathalie ne faisait pas partie. Ils avaient appris en classe préparatoire les ondes d'un côté, les corpuscules de l'autre. Et puis en cours, ils découvrent cette fameuse expérience. Et moi, j'en ai vu plusieurs fois qui rangeaient leurs affaires et qui partaient. En disant, mais je ne veux pas entendre parler de ça, je vais devenir banquier, je veux pas entendre parler de ce truc, parce qu'ils sentaient que ça allait mettre en faillite tout ce sur quoi leur psyché s'était monté, quoi.
Mais ce n'est pas un problème de compréhension, ça, c'est un problème de l'admettre ou pas l'admettre. C'est pas une notion de compréhension. La notion de compréhension, elle est plus simple que ça, quelque part. Ça va au-delà de la notion de compréhension. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord, parce que sur la notion de compréhension, moi, alors, pour le coup, moi, je parle vraiment en étant dans le total amateurisme, mais moi, je sais que c'est avec l'expérience de Fante que j'ai entendu, qu'on m'a expliqué la phrase suivante, on m'a dit tout se passe comme si l'électron savait à l'avance qu'on allait l'observer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas de moyens, on a difficilement des moyens plus simples d'expliquer la chose. C'est qu'on a un problème de compréhension quand on en arrive à dire la chose de la façon suivante. Je suis d'accord que l'électron ne sait pas qu'on va... Enfin voilà, il sait rien l'électron, c'est un électron. Mais voilà, on a cette difficulté à comprendre quand même. Bon, peut-être temps de redonner la parole à la salle. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer enfin, je ne sais pas si c'est la superposition, mais l'intrication de deux particules? Non. Mais avec Carlo Rovelli, on a écrit 10 pages pour montrer tout l'enchaînement du raisonnement. Donc je peux vous raconter les 10 pages, mais en fait, justement, ça illustre tout ce qu'on a dit auparavant. C'est-à-dire, soit on dit rien, soit on y va lentement, sans rater d'étape. Mais en gros, le résultat de l'affaire, c'est que deux particules qui ont interagi dans le passé semblent sont intriquées, c'est-à-dire toute mesure qui est faite sur l'une est immédiatement répercutée sur l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Mais vous voyez, quand je dis ça, je parle comme s'il y avait une particule à gauche et une particule à droite. Donc je les sépare par la pensée, alors que le formalisme mathématique, pour le coup, ne les sépare pas. Et ça s'explique aussi par des histoires de superposition, A plus B, etc. Et donc, Einstein, avec deux collègues qui s'appellent Podolsky et Rosen, en 1935, ont montré écrit un papier incroyable de 4 pages, dans lequel ils disent, si la mécanique quantique a raison, autrement dit, si elle a toutes les informations qu'on est en droit d'attendre d'un système, alors elle implique l'intrication. Et Einstein ne croyait pas à l'intrication parce qu'à ses yeux, elle violait la relativité. Et donc, il a dit, elle est incomplète. Bohr a répliqué assez vite en disant, mais non, elle est complète, parce qu'ils ne s'entendaient pas sur le sens du mot complète. Et en gros, 50 ans plus tard, grâce au laser, on a pu faire une expérience qui a discriminé les deux points de vue. Et au moment, c'est un truc intéressant, c'est qu'en 1935, quand le papier d'Einstein est sorti, ça fait la une du New York Times. La réponse de Bohr a fait la une du New York Times. Ça dit des choses sur les journaux de l'époque. Et vous voyez que j'ai répondu... faut lire le papier. Hein. Avec Carlo, on a quand même échangé des mails pendant très longtemps pour essayer d'être clair. Et si je résume les choses, je ne vais pas être clair, donc je préfère vous inciter à lire le papier. Oui. Bonsoir. Par rapport aux analogies dont on parlait tout à l'heure, il y a une belle analogie pour le principe d'indétermination d'Heisenberg. C'est l'idée d'un banquier qui va accepter de nous prêter beaucoup, une grosse somme sur un temps très limité, ou alors nous prêter un petit peu sur un temps, enfin plutôt l'inverse, pardon, une grosse somme sur un temps étalé et une petite somme sur un temps très court. C'est un peu l'idée, enfin, c'est une forme d'analogie un peu comme ça, mais c'est parce qu'on parlait d'analogie. Maintenant, ma question, elle est sur... si je tremble, c'est qu'il fait un peu froid. Hein, c'est pas du tout le trac de parler en public. Aucun rapport. J'ai une question qui se tourne sur... on parle de la recherche. On aborde plusieurs aspects avec le quantique, avec pas mal de choses. Je me posais des questions sur des nouvelles propositions qui se font dans la recherche et sur l'aptitude que des propositions testables, qui seraient rigoureuses et cohérentes, l'aptitude de ces propositions-là d'être, on va dire, reçues au niveau de la communauté scientifique, mais aussi au niveau du grand public. Là, je pense à une théorie qui a été proposée, mais qui n'a pas été ni invalidée, ni encouragée par la communauté scientifique dans un premier temps. Et alors, je me pose la question, comment amener une idée comme ça à un autre niveau? Et en tant que vulgarisateur, peut-être vous avez des idées, voilà. Je te sens prête à te lancer, vas-y.
Avec plaisir. Non, mais du coup, je suis un peu troublée là. Non, non, en fait, la communauté scientifique, la recherche, par définition, on ne peut être chercheur que si on est ouvert à tout. D'accord, on se met aucune barrière et on cherche. Le seul juge de paix là-dedans, c'est l'expérience, c'est-à-dire, on va continuer à étudier une théorie tant qu'elle n'aura pas été invalidée par l'expérience. Donc, des nouvelles théories qui sont proposées, il y en a plein. Il y en a qui mettent très longtemps avant d'être considérées, juste parce qu'on n'a pas les moyens expérimentaux de la mettre. Je pense au boson de Higgs. Le boson de Higgs, mine de rien, le pépère. Il a quand même vu le jour dans les années 60. Et on a mis 50 ans. De quoi des bosons, oui. Ah oui, pardon, oui. Alors, tous les bosons de Higgs, n'est-ce pas? Le champ de Higgs. Non, en fait, en gros, il a été théorisé début des années 60 et on l'a découvert en 2012. Mais c'est surtout, au début, on n'a pas commencé à le chercher tout de suite. Moi, je pensais, quand je faisais des conférences sur le boson de Higgs, que cette invention géniale, tout le monde s'était jeté dessus comme des morts de faim pour essayer de prouver son existence. C'est pas vrai du tout. On a attendu. Au début, c'était complètement passé sous silence. C'était très bien. La théorie était par ailleurs tenait debout, donc elle était testable par ailleurs sans tester le boson de Higgs. Et donc on l'a testé. Enfin, à partir du moment où on a eu les moyens expérimentaux, ou du moins on a eu les moyens d'imaginer les moyens expérimentaux pour le tester, on l'a fait. Donc je pense que la communauté, telle que je la connais, n'est pas fermée aux nouvelles théories, mais il faut qu'elle soit testable à un moment. Est-ce que ça vous, je me permets du coup, est-ce que ça vous intéressera du coup, je vous présente un modèle théorique testable en lien avec la physique quantique justement. Après. Évidemment, il n'y a pas le temps ici. Oui, je suis désolé, j'en mets une couche sur l'intrication quantique. C'est quand vous avez dit que faire une mesure sur une particule intriquée influence immédiatement l'état de l'autre particule. Qu'est-ce qu'on entend par immédiatement dans ce cas-là? On peut le mesurer? Justement, Einstein pensait que ce immédiatement posait problème, parce qu'il pensait qu'un signal suppose que la relation se fasse moins vite que la vitesse de la lumière. Donc la distance étant ce qu'elle est, ça prend un certain temps. Donc il parlait de télé, il avait employé un nom Spooky Action at Distance, je crois. Mais en fait, justement, ce qu'a montré l'expérience en question, c'est que cette intrication ne vient pas d'une corrélation qui serait transmise par un vecteur informatif, une particule par exemple. Et en fait, on n'a pas de mot pour le dire. Le terme qu'on utilise d'ailleurs, c'est plutôt non-séparabilité, qui est un terme négatif. C'est-à-dire on ne peut pas nommer positivement ou dessiner une intrication. Puisque quand on le fait, on sépare les particules dans l'espace, alors que leur état quantique est défini par une fonction d'onde qui n'est pas séparée. Il n'y a pas d'un côté. C'est comme si vous voulez, c'est comme si les particules n'emportaient pas avec elles-mêmes leurs propriétés. Alors, je vais vous donner. Alors, si je vais essayer une analogie, je me lance. Voilà. Vous avez deux enveloppes et vous avez deux cartes, une rouge et une bleue. Vous les mélangez. Dans une enveloppe, vous mettez une carte. Dans l'autre, vous mettez la seconde carte. Mais vous ne savez pas laquelle est bleue, laquelle... vous donnez une carte à Paul, l'autre carte à Jules. Ils vont très loin l'un de l'autre dans l'espace. Eh bien, Paul va ouvrir son enveloppe, il va trouver la carte bleue. Aussitôt, il sait que la carte de Jules est rouge. D'accord ? Sans qu'il y ait besoin d'information. Il faut qu'il y ait une information. Il faut que Jules lui téléphone. Qu'est-ce que tu as trouvé? Et aussitôt, Jules, sans ouvrir son enveloppe, connaît la couleur de sa carte. Mais l'intrication quantique, c'est pas ça. Ce que je viens de raconter, c'est l'histoire d'une corrélation classique. C'est comme si, dans les deux enveloppes, chacune des cartes était dans un état de superposition quantique. C'est-à-dire, la carte de la première enveloppe, c'est rouge plus bleu. La carte de la seconde enveloppe, c'est rouge plus bleu. Paul part avec sa carte, il ouvre l'enveloppe, et le fait d'ouvrir l'enveloppe, c'est comme la femme enceinte de tout à l'heure, va au hasard lui donner soit une carte rouge, soit une carte bleue. Et au moment où cette réduction s'est produite, ça détermine la couleur de la carte qui est dans l'enveloppe de Jules à distance, sans médiation d'une information. Parce que l'intrication fait que tout ce qui affecte une partie du système affecte le système tout entier. Et ça, c'est impossible à comprendre. D'ailleurs, je vois à vos têtes que c'est en effet impossible à comprendre. Donc, je l'ai bien expliqué.
J'ai une petite question sur la superposition d'états. Je ne comprends pas si, en fait, au moment où on fait la mesure, si la mesure a des éléments déterminants dans le résultat de la mesure, ou alors si c'est un hasard pur. Je ne sais pas si Nathalie veut répondre, mais en fait, ça dépend ce qu'on mesure. Par exemple, comme l'a expliqué Nathalie, un électron, ce n'est pas un corpuscule, c'est une excitation d'un champ. Donc, a priori, un électron, il n'a pas de vitesse. Mais vous pouvez avoir un appareil de mesure qui va lui demander sa vitesse. Il n'en a pas. Mais on le demande une. Donc il va cracher une valeur. Et cette valeur, c'est la réduction du paquet d'ondes qu'il a avant, qui est tiré au hasard. C'est comme si vous aviez un radar sur la route. Votre voiture n'a pas de vitesse, ou plutôt elle a un spectre de vitesse très étalé. Et puis vous êtes flashé. Et c'est le fait d'être flashé qui détermine votre vitesse parmi toutes les valeurs possibles a priori. Vous pouvez dire aux gendarmes, si vous êtes en excès de vitesse, d'après le radar, vous expliquez qu'en fait, dans votre spectre, il y avait des valeurs qui étaient en dessous de la valeur limite et que le hasard a fait que... Mais c'est un argument qui, à mon avis, va plutôt énerver le fonctionnaire. Non, je suis fascinée par les dessins de l'ISO et je me marre bien. Oui, c'est exactement l'état dans lequel on est quand on essaye de faire de la mécanique quantique. C'est exactement ça. Bonjour, bon, ça doit être un peu mon côté étudiant. Je voulais savoir si vous aviez des livres à conseiller du niveau licence abordable, même par des gens qui n'ont pas fait de physique toute leur vie. Voilà, merci. Pour la science. Déjà un abonnement pour la science. Voilà, jusqu'au numéro 1000, au moins. Et après, vous aurez tout compris. Et puis, vous avez quelques livres. Sinon, on en mettra quelques-uns sur le site de Pour la Science. Ah, moi, il y en a un que je conseille quand on me demande, quand on veut vraiment s'attaquer au sujet sérieusement. Et je dis à chaque fois, voilà, c'est un bouquin, on peut le commencer. N'importe qui peut le commencer. Et chacun s'arrêtera à un niveau différent du bouquin. C'est les bouquins de cours de Feynman. Où il y en a un. Alors, je déconseille de commencer par celui de la mécanique quantique. Il faut commencer par la mécanique, l'électromagnétisme. C'est génial, c'est ultra compréhensible, jusqu'au moment où on se dit ah là, il m'a perdu. C'est bon, fini. Voilà. Voilà. Alors, si je peux compléter, toujours Feynman, il se trouve qu'un étudiant qui était un bienfaiteur de l'humanité, d'après moi, a retrouvé dans les sous-sols de Cornell les films qui ont été faits quand Feynman a donné 6 conférences, je crois, qui s'appellent The Character of Physical Laws. Et donc, elles ont été filmées, remontées, et maintenant, ils existent tous sur YouTube. Ils durent chacun 1 heure. Et c'est absolument fascinant. Écoutez, Feynman, c'est génial. On sort de là en ayant l'impression qu'on a tout compris. Bon, moi, personnellement, 2 semaines après, je suis obligée d'aller réécouter parce que finalement, j'ai compris des choses, mais pas tout, etc. etc. Mais c'est un monsieur extraordinaire, un extraordinaire pédagogue. Comme disait Gérard tout à l'heure, des bouquins comme QED, il explique toute la base de la physique des particules avec un crayon et une feuille de papier. Hein, c'est bluffant. Donc voilà, ces vidéos-là aussi, pour compléter les cours de Feynman. Ouais. Une autre question. Oui, bonsoir, j'ai une petite question. Vous avez parlé de la mécanique quantique, vous avez parlé aussi de la relativité d'Einstein. Je voudrais savoir si ces théories sont contradictoires ou elles sont complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais laisser Nathalie. En fait, elles sont au moins différentes par leur espace-temps. L'espace-temps de la mécanique quantique, même la théorie quantique dite relativiste, c'est un espace-temps dont la structure est indifférente à ce qui se passe à l'intérieur de cet espace-temps. Autrement dit, les phénomènes quantiques n'ont pas d'effet sur l'espace-temps de la physique quantique. Alors qu'en relativité générale d'Einstein, qui est une théorie relativiste de la gravitation, l'espace-temps est lui-même un objet physique dont la géométrie est déformée par ce qu'il contient et par ce qui s'y passe. Et donc le fait qu'il y ait 2 espaces-temps différents, au statut complètement contradictoire d'une certaine façon, fait que toutes les tentatives d'unification sont très compliquées et sollicitent des hypothèses comme dimension supplémentaire d'espace-temps, ou bien espace-temps quantifié, ou bien géométrie non commutative, ou bien etc. Et ce sont des hypothèses qu'on a du mal à discriminer par l'expérience, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Mais en tout cas, la gravitation d'Einstein c'est pas une force en fait, c'est une déformation de la géométrie. Et en cela, elle diffère, pour ce qui est de son statut, des 3 autres forces fondamentales dans la nature. Les forces nucléaires, électromagnétiques.
Bon. Mais est-ce que vous pouvez répondre vraiment à la question, oui c'est complémentaire ou non c'est pas complémentaire ou c'est contradictoire? Alors lisez la deuxième partie de l'article. Avec bon, Rovelli. Merci. Non, tout à l'heure, je parlais de champ quantique dans leur état fondamental, le champ de l'électron, etc. Tout ça, ça découle du fait que des physiciens géniaux ont mis ensemble, ont fait une théorie qui soit à la fois relativiste, restreinte, relativité restreinte, et quantique. Donc, en ce qui concerne le monde de la physique des particules, en tout cas, c'est décrit par des champs quantiques et relativistes. Mais attention, comme le disait Étienne, la relativité restreinte. Donc là, c'est non seulement compatible, sans gravitation. Donc non seulement c'est compatible, mais ça travaille ensemble et ça a complètement révolutionné la physique et ça détermine toute la physique. Le fait que ce soit quantique et relativiste. En fait, on peut se contenter de ces hypothèses et on retombe sur le spectre des particules qu'on observe aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. En revanche, dès qu'on met la gravitation dedans, donc on passe en relativité générale, là, pour l'instant, il n'y a jamais eu moyen de les rendre compatibles et de travailler dans les deux cadres en même temps. Merci. Je vous soumets le contenu d'une plaque professionnelle que j'ai trouvée au bas d'un immeuble dans une rue quelconque. Kinésiologie quantique, praticien du détachement de trauma. Vous avez dit dans une rue quelconque, est-ce que vous pourriez me donner l'adresse? Parce que j'ai mal. J'ai tout essayé, j'ai encore mal. J'ai pas essayé ça, donc. Bon, ça prouve qu'une chose, c'est que la physique quantique fascine et du coup, elle est mise à toutes les sauces, c'est tout. Il y a des termes comme ça qui de temps en temps sont à la mode. Il y a quelques, notamment beaucoup l'année dernière, on a beaucoup parlé de blockchain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a une boisson. Alors je sais plus, c'est un jus de quel fruit avec quoi comme mélange, mais qui avait un nom. Mettons, ça s'appelait X. Et ils ont créé le blockchain X. C'est la même boisson, mais qui s'appelait blockchain. Et l'action de la société qui fabrique ce jus a pris 20% quand ils ont sorti ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, des gens qui sont en difficulté, qui vont passer devant cette plaque et qui vont se dire « Moi, j'ai des soucis parce qu'il m'est arrivé des histoires. » Ils vont voir quantique, ils vont se dire « Ah, c'est scientifique, c'est sérieux. » Le jeu est juste là. Mais des fois, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des gens qui ont besoin d'avoir des vrais traitements pour des vraies maladies. Et on leur dit non, mais c'est bon, en fait, voilà, je te donne ce cristal quantique en échange de beaucoup d'argent. Et tu le mets sous ton oreiller. Et par intrication quantique avec quelqu'un d'autre qui est en très bonne santé ailleurs, il va te soigner. Oui, non, mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Moi, je compare souvent ce truc-là. C'est peu comparable, mais il y a un film américain des années, je crois, ça doit être 90, une comédie un peu sympa, mais bon, voilà, qui s'appelle Mystery Men. Avec dedans, c'était des super-héros, mais ridicules. Il y en avait un, son super pouvoir, c'est d'être invisible quand personne ne le regarde. On est un peu sur ce genre de niveau de sérieux. Voilà. Bonjour, moi j'aurais une question. En fait, je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que on peut pas utiliser simplement la relativité générale d'un côté et la physique quantique de l'autre, et pourquoi est-ce qu'on a envie d'unifier tout ça en fait? C'est ce qu'on fait. On les utilise parce que les conditions dans lesquelles les deux doivent être prises en compte ensemble ne sont pas des conditions qui nous sont accessibles en laboratoire. Quand on fait de la physique des particules au LHC, on se fiche de la gravitation parce que les forces auxquelles les particules participent sont bien plus intenses. La gravitation est une force très faible. Par contre, quand on regarde l'univers primordial, quand l'énergie était très grande, les particules avaient des énergies très grandes, et là, il faut tenir compte des cas de force. Donc l'idée, c'est d'essayer de décrire, entre autres choses, l'univers primordial, ou bien ce qui se passe dans les trous noirs, par exemple. En gros, on cherche à comprendre pour des choses qui sont à la fois très petites et très lourdes. Même si le mot lourd, je sais que ça va être énergétique. Voilà, d'accord. Je savais que ça allait se faire. Bonsoir. J'avais lu il y a quelques mois plusieurs articles qui disaient que des chercheurs avaient réussi à envoyer un ordinateur quantique dans le temps. Apparemment, ça a été observé parce que l'objet en question, il avait apparemment violé la deuxième loi de conservation de l'énergie, de la thermodynamique.
Mais du coup, qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'était aussi, pas dans Pour la science. Hein. Non. Je pense pas, non, c'était en ligne. Et aussi, deuxième question, qu'est-ce que c'est que l'ordinateur quantique du coup en question? Ou même un ordinateur quantique tout court, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez, un ordinateur quantique dans le futur, c'est pas très dur. Dans le passé, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique? C'est un ordinateur qui va utiliser justement la superposition. C'est un ordinateur classique, ça travaille avec des 0 et des 1, bien séparés les uns des autres. Donc, quand on fait une opération sur 1, normalement, ça ne touche pas aux autres. Dans un ordinateur quantique, on va travailler avec des superpositions. C'est-à-dire que tous les ordinateurs sont intriqués, tous les bits de l'ordinateur quantique sont intriqués les uns avec les autres. Et ça va permettre de faire, par exemple, de mettre... Alors, c'est très compliqué de rentrer les données dans un ordinateur quantique, mais bon, il y a des méthodes pour le faire. Et on va les mettre de telle façon à ce que l'ensemble des bits va simultanément travailler pour se mettre dans un état d'arrivée qu'on cherche. Par exemple, pour Shor, on va dire, Shor, c'est RSA, un des grands codes, donc le premier code vraiment intéressant qui a été fait en clé qui s'appelle asymétrique, que vous utilisez dès que vous faites HTTPS ou une carte bancaire. Il travaille sur le produit de deux gros nombres premiers. Donc l'idée de ce code, c'est qu'on va coder à l'aide d'un produit de deux très grands nombres premiers. Très grand, ça veut dire le produit fait 2048 bits, donc c'est beaucoup. On va travailler avec ça. Et on sait décoder le code si on sait trouver les deux facteurs de ces nombres premiers. Alors on entend souvent dire dans les journaux, ce sont des problèmes dont on sait qu'ils sont très durs. Non, ce sont des problèmes dont on pense qu'ils sont très durs. C'est-à-dire que quand on a un produit de deux nombres premiers, trouver les deux nombres premiers, on pense que c'est un problème très dur. Ce n'est pas démontré mathématiquement, c'est une conjecture. Et il y a des codes qui ont été cassés, dont on pensait qu'ils étaient durs, mais ce n'était pas vrai. Mais celui-là, on pense que c'est vrai. Alors, sur un ordinateur quantique, on peut faire cette opération exponentiellement plus rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle mette des milliers de siècles, elle peut être faite en quelques minutes. Parce que, justement, on va faire calculer par l'intrication. La méthode de dire que l'intrication va superposer tous les calculs est une vue un peu informatique de la chose. On ne sait pas, physiquement, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, on va pouvoir fabriquer le produit de ces deux nombres en faisant, en quelque sorte, tous les calculs en même temps que ferait un ordinateur classique, l'un par rapport à l'autre. Alors, ce n'est pas avec les mêmes méthodes que d'habitude, mais c'est ça. Donc, l'ordinateur quantique va faire ce genre de choses. On va lui donner des contraintes au début et il va converger vers une solution avec des principes quantiques qui ne sont pas du tout les principes de l'informatique classique. Voilà, c'est ça, un ordinateur quantique. Mais bon, ça c'est la théorie de l'ordinateur quantique. Maintenant, pour le faire marcher, c'est autre chose. Comme je l'ai dit, un bit quantique, il faut peut-être 1000 bits au moins, des véritables bits physiques. Il en faut peut-être au moins 1000 par bit quantique pour que le taux d'erreur soit assez bon. Mais le principe est excellent et on sait qu'il y a des algorithmes qui peuvent être faits comme ça. Il n'y a pas tellement d'algorithmes connus, mais les algorithmiciens travaillent. C'est un domaine de recherche fabuleux parce qu'il est totalement nouveau, comme l'était l'informatique dans les années 50. Hein, donc voilà. Mais c'est ça que ça fait. Ça permet d'aller exponentiellement plus vite sur certains calculs. Moi, j'ai une remarque sur les articles que vous avez lus. Si un jour, dans le futur, on a un ordinateur quantique, et si celui qu'on invente peut voyager dans le temps, on l'aurait déjà. Peut-être que certains l'ont déjà, tu sais. Il y a une bonne théorie du complot à faire. Je sais que Gérard, il est un peu complotiste parfois, mais là, ça atteint des niveaux. Oui, non, mais oui. Bonsoir à vous tous. Alors, c'était une conférence vraiment très intéressante. Mais je voudrais m'attarder sur le mot balade. Parce que, effectivement, on fait une balade dans le monde quantique. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, on a eu des réponses, des questions, mais visiblement, vous avez tous dit on peut vous donner des réponses, mais en vrai, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment quoi en penser. Alors, est-ce que ce serait plutôt une balade quantique qu'on vient de faire, hein, puisque apparemment, on était dans un pied dans la question, un pied dans la réponse. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir quelques réponses. Alors, ça va pas être des réponses dans le sens où on va avoir des avancées dans la science, hein, mais plutôt des réponses sur ce que vous pensez, vous. Parce que finalement, le but d'une conférence, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle
et que effectivement il émet ce qu'on a trouvé en science ou ce qu'il a lui-même trouvé. Alors du coup, libre à vous 5 de répondre. Mais c'est plutôt sur du coup une question entre Bohr et Einstein. Moi j'aimerais savoir qui vous pensez qui a eu, enfin je sais pas très français ce que je viens de dire, mais qui selon vous a eu raison. Alors a eu raison, c'est pas, bien sûr c'est un vulgaire mot ici parce qu'on n'en sait rien, mais qui selon vous, et en tout cas a eu l'explication la plus probable dans le monde quantique? Bah là, pour le coup, la réponse est facile, hein. L'interprétation d'Einstein de la physique quantique est fausse. Mais ça ne veut pas dire qu'Einstein s'est trompé, puisque c'est lui qui a vu que la mécanique quantique impliquait des choses incroyables. Et en fait, tout ce qui est assez magique dans cette histoire, c'est que, en fait, on ne sait pas trop quoi penser, c'est ce que vous dites, mais en fait, on sait tous là qu'il y a des choses qu'on ne peut plus penser. Par exemple, l'expérience d'Alain Aspect, elle a démontré que vous n'avez plus le droit d'interpréter la mécanique quantique en lui ajoutant des variables cachées locales. Locales, ça veut dire en gros emportées par les particules. Ça, c'est mort. L'expérience a montré que c'était impossible. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux la non-séparabilité. Et c'est ça le truc, c'est qu'on l'admet, mais on ne sait pas trop comment la dire, ni on ne sait voir exactement ce qu'elle implique. Et ça veut dire que si Einstein revenait aujourd'hui, je pense qu'il aurait une réaction complètement paniquée et en même temps fascinée sans doute de voir que ce qu'il croyait certain, à savoir que la physique quantique est incomplète, il lui manque des informations, cette idée qu'il a défendue jusqu'à la fin de sa vie, en fait, est fausse. Et donc la physique ne peut pas forcément dire ce qui est vrai, mais elle peut démontrer ce qui est faux. Ou identifier des contre-vérités, et c'est ce qu'on lui demande en fait. On a largement dépassé 1h30. Je ne sais pas si vous avez plus compris. Donc, on a le temps pour une dernière question quand même. Alors, c'est une question pour revenir dans la réalité. Et pour prendre... C'est ça. Oui, justement. On y était. Pour reprendre l'analogie de Galilée, et pourtant elle tourne. On ne comprend rien à la mécanique quantique, et pourtant elle marche. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la vie quotidienne d'objets qui fonctionnent par ou grâce à la physique quantique? Là, ça va être un poil compliqué. Enfin, non, ça va être un poil... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quasiment n'importe quel objet fabriqué aujourd'hui va utiliser de près ou de loin la mécanique. Et je dis pas ça comme on dit, oui, c'est chimique, mais tout est chimique. C'est le téléphone portable, les micros qu'on utilise, je veux dire, les lumières... Enfin, tout aujourd'hui repose sur les connaissances qu'on a de la mécanique quantique. On peut être plus précis. Le transistor, qui n'est quand même pas une chose totalement nouvelle, le laser, les têtes de lecture des disques magnétiques qui reposent sur la spintronique, qui je pense et c'est quoi ça? C'est une constatation assez bizarre, c'est qu'il y a des électrons spin haut bas. Alors il ne faut pas prendre mes doigts pour... ils n'ont pas de doigts ni de haut ni de bas. Et quand on met deux champs magnétiques parallèles et on fait courir un fil électrique dedans, on va faire courir de l'électricité, si les deux champs magnétiques sont parallèles, les électrons hauts et les électrons bas vont à la même vitesse. Mais si on inverse un des deux champs, les électrons hauts passent pareil et les électrons bas, ils ne passent plus. Et bon, ça c'est une petite découverte qu'a donné le prix Nobel à Albert Fert, entre autres. Elle a totalement révolutionné l'informatique parce qu'elle a permis de faire des disques pratiquement 1000 fois plus grands. Quand j'ai commencé l'informatique, j'étais très content, j'avais un disque de 10 mégaoctets. 10 mégaoctets, ça c'était en 1985. On ne met pas une photo à l'heure actuelle, non, mais 10 mégaoctets. Maintenant, on a des disques de 10 téraoctets. Donc ça veut dire qu'on a gagné un facteur 1 million. Par exemple, par cette petite découverte de la mécanique quantique. Donc, il y en a partout. Vous prenez une photo avec un appareil là, vous avez des capteurs CCD qui sont des objets hautement quantiques. C'est plutôt que ça devient dur à trouver des endroits où il n'y en a pas. C'est ça ? Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été ici.
Merci à Gérard Berry, Nathalie Besson, Bruce Benamram, Étienne Klein et Lison Bernet, qui nous a fait beaucoup rire avec ses dessins. J'espère que vous n'aurez peut-être pas eu une sorte d'épiphanie, comme disait Nathalie tout à l'heure, sur quelques points de la mécanique quantique. Et puis, sinon, vous pouvez vous abonner à Pour la Science et d'ici numéro 1000, vous aurez mieux compris. Bonsoir.